Nous émettons en direct de Dakar, la radio Futur Média, la technique Abdoulaye Diop au micro. Mohamed Ali Mouba, mesdames et messieurs, donc on démarre l'émission Remue Ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat, d'échange autour des grandes actualités de la semaine. J'ai le plaisir de recevoir pour ce faire dans ce studio Dr Abdoulaye Diouf. Il est enseignant, chercheur à l'Université autonome de Barcelone. Bonjour, docteur. Rapprochez-vous un peu du micro, s'il vous plaît. En face, Dr Demba Gueye, analyste politique, enseignant, chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Bonjour Alimou. Premier thème de nos échanges, actualité oblige, cette déclaration polémique du député de Pastef Touba, Cheikh Thioro Mbacké, qui a soutenu sur les antennes de Walfatri, en marche du Magal, bien sûr, du Grand Magal de Touba, parlant de l'opposition, il dit, je cite, Amadouba aura bientôt d'autres chats à fouetter que de chercher à s'opposer, et bien sûr, le gouvernement fait bien son travail. Docteur Demba Gueye, vous êtes analyste politique, enseignant-chercheur. En termes de discours, qu'est-ce que cela dit des audits? Est-ce que vous comprenez grand-chose à ça? Dites-nous, expliquez-nous. Bien sûr que je comprends très bien le propos du député Cheikh Thioro Mbacké, qui n'est pas seul également à faire cette déclaration. Je pense qu'avant lui, le premier à avoir fait une déclaration publique de cette nature, c'est le directeur du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, et d'autres responsables du PASTEF qui ne sont pas connus au niveau national le disent. Quand vous discutez avec eux, le principal discours concernant la traque des biens mal acquis, c'est ce discours. Ce discours qui consiste à ramener la traque des biens mal acquis. Je rappelle ce qu'avait dit il y a juste quelques mois Waly Diouf Bodian. Il avait dit, je cite, « Je ne pense pas que nous pourrons gérer ce pays tranquillement avec des dizaines d'opposants qui sont milliardaires. » Je m'en arrête là. Nous ne pouvons pas laisser ces gens circuler librement dans un pays sous-développé, etc. C'est aux militants qui réclamaient la reddition des comptes, il leur sert une réponse en déclarant ceci, c'est vous qui l'avez dit, moi je veux rester un militant discipliné. Voilà, je disais que donc, le député Cheikh Thioro n'est pas le seul à faire cette déclaration. Vous avez lu la déclaration du directeur du port autonome de Dakar, qui dit des choses très graves, et que le député Cheikh Thioro Mbacké également dit des choses très graves. En quoi? Pourquoi? Parce que tout cela, ça ramène la reddition des comptes, qui est un outil de gouvernance. Tout cela ramène la question de la reddition des comptes à un agenda politique. On ne fait plus la reddition des comptes pour apporter la lumière sur l'exercice de bonne gouvernance. Voilà, pour un exercice de bonne gouvernance, mais on fait la reddition des comptes pour éliminer des adversaires politiques. Voilà l'interprétation que le Sénégalais fait de cette déclaration. Et c'est très regrettable, d'autant plus regrettable que aujourd'hui, les nouvelles autorités ont drainé beaucoup de confiance. Je pense que 54% au premier tour, c'est une première au Sénégal. Et ce sont les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, qui les ont portés au pouvoir, tout simplement parce que le régime qui était là avait atteint le fond, comme on dit. C'était un régime qui s'est illustré dans beaucoup sur beaucoup de choses, notamment la malgouvernance, notamment les détournements de deniers publics, le non-respect des libertés. Il y a eu énormément de griefs que les Sénégalais ont fait au régime sortant. Et voilà les raisons pour lesquelles ils ont majoritairement voté pour le nouveau régime en place. Maintenant, quand ce nouveau régime fait ce genre de discours, c'est tout simplement regrettable parce que cela, c'est une chanson qu'on connaît déjà. On connaît déjà cette chanson. On l'a connue avec le président Macky Sall quand il est arrivé au pouvoir. Avant lui, Abdoulaye Wade a utilisé aussi ces audits pour les instrumentaliser ensuite politiquement. Absolument. Ce que je voulais dire, Abdoulaye Wade l'a fait. Il a utilisé les audits pour débaucher des opposants, faire du chantage, pour véritablement enrôler l'ensemble de ces responsables politiques qui, en tout cas, à qui on reprochait beaucoup de choses. Il a réussi à les enrôler à cause de ce jeu de chantage. Et on le sait également, Macky Sall l'a fait. Il y a beaucoup d'exemples. Je pense que l'exemple le plus célèbre, c'est le cas Ousmane Ngom, qui a été accusé
à tort ou à raison. En tout cas, il a été accusé par la CREI et c'est le président... Karim Wade qui a été mis en prison, il a été le seul à payer sur la liste des 25 qui étaient sur la table du procureur. Absolument. De l'ancien procureur. Donc, pour dire que c'est une chanson qu'on connaît déjà, c'est une stratégie qui a été utilisée par les régimes précédents. Si aujourd'hui, les nouvelles autorités parlent de cette manière, on peut valablement s'inquiéter, on peut valablement soupçonner que l'objectif de la traque des biens mal acquis est déjà dévoyé. C'est dévoyé dans la mesure où aujourd'hui, ça fausse déjà l'esprit. Ça fausse l'esprit parce que une traque qui n'a pas déjà commencé, vous commencez par faire ces déclarations. Cela va conforter les Sénégalais dans l'idée que maintenant, tout ce qui sera fait en termes de traque, ce sera uniquement pour éliminer des adversaires politiques. Et c'est regrettable parce que une action politique, avant de la faire, il faut prendre des précautions discursives. Je suis spécialiste de cette question. Il faut prendre des précautions discursives. Il faut éviter certaines déclarations. Il faut faire de sorte que la majorité des Sénégalais adhèrent à ce projet de reddition des comptes qui est extrêmement important parce que j'ai eu à le dire, j'ai utilisé une expression qui n'a pas plu à votre collègue El Hadj Ndiogou Diène. Une fois, quand il m'a interrogé, je disais que cette traque des biens mal acquis est une demande sociale. C'est une demande sociale et moi je pense que les gens parlent de chasse aux sorcières. Généralement, quand on évoque cette question, les gens parlent de chasse aux sorcières. Mais j'ai une fois utilisé une expression, j'ai dit, s'il y a des sorcières, il faut les chasser. Là, j'ai utilisé le sens littéral du terme, le sens propre du terme. J'ai utilisé le sens propre du terme. Une sorcière, c'est quoi? Une sorcière, ou bien un sorcier, c'est quelqu'un qui est dans une société et qui cherche à faire mal à cette société, qui fait mal à cette société de par ses pratiques, qui cherche à tuer, qui cherche à etc. etc. Voilà le sorcier ou la sorcière dans le sens propre du terme. Maintenant, cette expression a été utilisée en politique pour en tout cas signifier les pratiques non orthodoxes qui consistaient à utiliser la reddition des comptes pour atteindre un autre agenda politique. Je disais que s'il y a véritablement des sorcières, c'est-à-dire des personnes qui ont effectivement détourné les deniers publics, il faut les sanctionner. Et il faut les donner même en exemple. Voilà ce que je voulais dire à travers cette déclaration. Parce que je sais que des sorcières, il y en a. Il y en a. Pourquoi? Parce que les archives sont là. Il y a des pontes de l'ancien régime qui sont partis sur des plateaux de télévision pour dire « j'ai volé, telle personne a volé, telle autre a volé » et personne ne les a jamais inquiétés. Je ne veux pas citer de nom. Si je veux, je peux citer un nom parce qu'il a fait la déclaration dans une télévision. Vous voyez que donc, des sorciers ou bien des sorcières, il y en a. Donc, il y a nécessité de faire la traque des biens mal acquis. Mais il faut la reddition des comptes, mais il faut bien s'y prendre. Il faut rester calme, faire le travail sans bruit. Docteur Abdoulaye Diouf, vous avez entendu votre collègue Demba Gueye s'exercer un peu à faire un peu de l'analyse sémantique aussi. Les mots ont leur sens. Alors, ce type de déclaration ne risque-t-il pas, en tout cas, de créer une sorte un mauvais signal? Est-ce que ça ne donne pas un mauvais signal dans la compréhension des audits, de ce qu'on a toujours compris au Sénégal à travers cette notion? Est-ce qu'en réalité, ces audits-là ne sont pas discrédités avant même qu'ils n'aient commencé? Oui, tout à fait, Alimou, tout à fait. Hein. Et vraiment, je profite de l'opportunité encore pour saluer le peuple sénégalais, et effectivement, par rapport au Magal qui vient tout juste de terminer. Mais le problème de fond, le problème est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'en quelque sorte, comme le dit Confucius, quand on n'a rien à dire de plus important que le silence, il faut se taire. Et je dis que quelque part, Cheikh Thioro, comme Wali Bodian, avait une occasion nette, dorée, de ne pas pouvoir faire des déclarations à l'emporte-pièce, des déclarations qui puissent avoir une certaine connotation de parti pris. Et d'ailleurs, c'est pour éviter au Sénégal, qui est aujourd'hui à la croisée du chemin, vraiment d'être dans des lendemains troubles ou bien dans un climat de suspicion, que nous avons créé ce qu'on appelle le pôle des autonomes pour pouvoir au moins éclairer les choses. Et dans les grandes démocraties, partout en Europe, et à chaque alternance en Europe, il y a effectivement une reddition des comptes
on n'a pas besoin d'en parler à I et à Dia, parce que ça fait partie de ce que l'on appelle leur réalité, ça fait partie de leur train quotidien. Mais quand on veut faire des audits, d'abord il y a un parquet financier, je sais très bien, mais que d'emblée, un ténor, effectivement, du parti Pastef, dit qu'on ne peut pas avancer dans notre progression si effectivement... des opposants milliardaires. Et là, c'est extrêmement grave. Pourquoi c'est extrêmement grave? Parce qu'en quelque sorte, c'est de pouvoir baliser le chemin à ce que mon collègue dit tout à l'heure, il ne à la sortie. Mais moi, je pense que le problème qui crée souvent ces situations-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une chose fondamentale en politique qui manque, ce que l'on appelle l'école de parti. Nous avons fait l'école de parti du Parti libéral. Et en ce moment-là, il y avait l'Igidan du PIT, il y avait les dialarbistes de la LD, que des déclarations pareilles n'auront pas droit de citer, parce qu'à travers les écoles de parti, on règle un certain nombre de choses. Et je me dis que quelque part, il y a un manque de foi de ces gens-là. Mais quelqu'un qui arrive un peu à dérégler l'horloge du temps, pour voir dans quelles circonstances le PASTEF, ou bien pour dire la coalition Diomaye, est arrivée à avoir les rênes de ce pays, doit se rendre compte que ce ne sont pas des audits téléguidés, ce ne sont pas des déclarations à l'emporte-pièce, ce n'est pas le jambarisme ou le dilettantisme artisanal qui arriveront à régler ce problème, parce qu'au moins, ils étaient dans les tôles, dans les geôles, pour ne pas dire dans les geôles. À quelques 2 semaines, ils sont sortis, ils ont eu 54%. Mais là, il faut relativiser. Souvent, j'entends les gens parler de 54%. C'est vrai, c'est une prouesse. Mais c'est 54% de quoi? Du fichier électoral. Au Sénégal, nous sommes 18 millions. Cela veut dire que quand on est élu à 54%, cela ne veut pas dire que tu as l'assentiment de tous les 18 millions de Sénégal. C'est pas que c'est un système démocratique. Et en démocratie, souvent, c'est la majorité qui l'emporte. Mais 54% des électeurs n'est pas assez significatif sur à l'aune des 18 millions de Sénégalais que nous avons. Et donc, maintenant, je pense que quand on arrive à avoir le pouvoir dans des situations pareilles, avec une loi d'amnistie, la solution d'abord c'est de baliser le terrain, de créer ce que l'on appelle des regroupements, des associations qui seront totalement inclusifs, d'intégrer ces personnes en rade. Mais malheureusement, ce qui manque, c'est en quelque sorte, quand on pense qu'aujourd'hui, le pouvoir, on l'a de manière totalement irrévocable, c'est pas qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi on dit que le pouvoir, ça s'obtient en un clin d'œil, mais en une seconde, on perd le pouvoir. Donc moi, je pense que nous ferons le nécessaire pour faire de telle sorte que ce pays-là ne balance pas. Et donc, en tant qu'autonome, nous ne laisserons pas peut-être à une opposition plus ou moins adepte du dilettantisme artisanal, mais comme aussi à un pouvoir ému de ces 54%, pour pouvoir aussi écraser les autres. Non, il faut rester dans le juste milieu, parce que le Sénégal est au-dessus de tout le monde. Et à travers les différentes formations politiques qui composent notre pôle, comme la CPJNLR, comme Rétchou, comme le Sénégal ne s'arrête pas à 2024, un Sénégal prospère et tranquille pour les horizons de 2029, cela montre en quelque sorte, nous sommes tout à fait conscients des dangers qui pourraient découler des arrestations tout azimut, et que, comme on le dit généralement, à partir de ces deux, ils ne sont pas moindres, hein? C'est des leaders, parce que Thioro c'est un député, Wali c'est un directeur. Donc si aujourd'hui on fait des études, déjà il y a quelque chose qui a un peu grippé la machine, parce que le Sénégalais qui avait entendu les déclarations de Wali Bodian, le Sénégalais qui a suivi avant le jour du Magal, Cheikh Thioro, ce Sénégal-là dira qu'en quelque sorte, je pense que les audits ont mené de manière parcellaire, et tout traitement parcellaire n'est que côté sur jambe de bois, et on risque de patauger dans les eaux bosses de la politique, alors que la politique politicienne n'a plus droit de citer, n'a plus voix au chapitre. Il faut faire une politique inclusive, une politique révolutionnaire dans le cadre étymologique du terme, pour abréger les souffrances des Sénégalais qui attendent il y a de cela 3 à 4 mois, et jusqu'à présent, il n'y a encore rien de probant. Donc nous demandons à ce régime de faire le nécessaire afin que ces gosses qui sont totalement apeurés, parce qu'après l'alternance, ce qui devrait arriver, il devrait y avoir des pirogues pour aller, ici l'espoir est là, pour aller vers Barça ou Barça. Ça montre en quelque sorte l'assurance nécessaire, on ne l'a pas encore. Et là, nous travaillons en ce sens pour faire de telle sorte que le Sénégalais, d'où qu'il puisse se trouver, qu'il puisse au moins être rassuré et savoir qu'au Sénégal, il y a des lendemains meilleurs qui pourront Docteur Demba-Gueye, un peu plus tôt, en début de semaine, Ousmane Sonko a soutenu que l'opposition sénégalaise n'avait pas de force, qu'elle était poltronne. Pourquoi donc utiliserait-on ces audits contre une opposition qui n'est pas là, qui est poltronne? Bon, vous savez, ces déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko
qui sont devenues répétitives. Il a fait la même déclaration un peu partout. Chaque fois qu'il avait l'occasion de prendre la parole, il a fait cette déclaration, il a provoqué, c'est le terme qu'il faut utiliser, il a provoqué l'opposition en la traitant de poltronne. C'est pour cela que je mets en lien ces propos-là et ceux développés par Cheikh Thioro un peu avant, développés aussi par Wallace Diouf Bodian, la trame. Vous voyez un peu la ligne? Oui, absolument, parce que tout simplement, cela veut dire quoi? Que quelque part, on peut faire une interprétation pour dire que il répète cette phrase, opposition poltronne, parce que quelque part, peut-être il pense qu'il tient l'opposition quelque part par le cou. Et par le cou, c'est quoi? C'est la traque des biens mal acquis. Quelque part, il a des dossiers. Il y a des dossiers qu'il risque d'agiter au cas où l'opposition s'agite. Et que l'opposition a intérêt à se taire plutôt qu'à sortir. Vous voyez, donc, on peut faire le rapprochement. Et c'est regrettable, d'autant plus regrettable que M. Ousmane Sonko a été victime de ces pratiques. Et tout le monde sait, il a été victime de cette pratique il y a quelques mois. Il était ici à Rebeuss, pas loin d'ici, il y a quelques mois. Tous les Sénégalais se sont solidarisés, étant de Pastef ou non, les Sénégalais se sont sentis solidaires de Ousmane Sonko, y compris moi. Moi, vous m'avez entendu à travers vos ondes. J'ai toujours défendu les positions de principe, je le disais aux doyens. Nous sommes des universitaires. Nous sommes parmi les Sénégalais les plus en tout cas, en vue, en tout cas, qui sont susceptibles de voir l'avenir avant que les choses ne basculent. C'est pourquoi nous avons des positions de principe. Nous restons constants dans nos principes. Nous avons défendu Ousmane Sonko quand il était victime de ces pratiques, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation de l'administration, l'arrogance politique. L'arrogance politique, ça, nous l'avons vécu. L'arrogance politique qui a été un jeu favori du président Macky Sall, qui disait « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ». Parce que la déclaration d'Ousmane Sonko aussi, ça fait appel à ça. Vous savez, en discours, il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire que dans le discours, quand vous faites un discours, ça fait appel à un autre discours, une sorte de dialogisme. Donc, vous voyez, quand Ousmane Sonko dit une opposition poltronne, ça rappelle indirectement la déclaration de Macky Sall qui disait « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ». Lui qui a vécu cette pratique, qui n'est pas du tout une pratique aimée par les Sénégalais, lui, c'est très étonnant que quelques mois après avoir été au pouvoir, qu'ils tiennent les mêmes discours. Pourquoi? C'est quoi le problème? Quelques mois seulement après avoir été élu démocratiquement par les Sénégalais, comment ce parti, comme vous le sous-entendez, a-t-il pu en arriver à cette situation, en arriver à partir dans le décor, comme vous le dites? Un problème de sincérité. Ça pose un problème de sincérité. Parce que dans le discours politique, et je suis spécialiste de cette question, vous l'avez dit, il y a ce qu'on appelle la sincérité du discours. Quand vous tenez un discours, il faudrait que ce discours soit sincère, c'est-à-dire quelque chose qui relève de vos convictions politiques, qui relève de vos convictions intellectuelles, qui relève de vos convictions morales. Tout le discours que Ousmane Sonko a tenu, étant dans l'opposition, devrait normalement se traduire aujourd'hui par des actes irréprochables. Aujourd'hui, à 5 mois après l'accession au pouvoir, normalement, Ousmane Sonko devrait encore être irréprochable. Normalement, c'est trop prématuré pour qu'on commence à critiquer. Qu'est-ce qui crée justement cette incohérence? Parce que, je vous l'ai dit, c'est un problème de sincérité par rapport au discours qu'il a tenu en étant dans l'opposition. On ne pouvait pas imaginer que 5 mois après avoir conquis le pouvoir, Ousmane Sonko va menacer la presse, Ousmane Sonko va menacer l'opposition. C'était impensable. En tout cas, à mon niveau, personnellement, je n'ai jamais pensé que Ousmane Sonko peut faire un revirement aussi rapide. J'ai entendu le discours du Premier ministre du Mali que j'ai regretté. Il dit, oui, la politique est un art, la politique c'est ceci, juste pour justifier le revirement de trajectoire que Ousmane Sonko et ses affidés ont fait quand ils sont arrivés au pouvoir. Revirement par rapport aux positions qu'ils avaient concernant le panafricanisme, tous ces discours-là qu'ils ont tenus. Il a dû dire au Premier ministre du Mali que, voilà, nous avons changé de cap parce qu'il y a les réalités politiques. Nous avons changé de cap parce que ceci, parce que cela.
Et voilà ce qu'on comprend à travers le discours de Choguel Maïga. Et il disait la politique est un art pour justifier le fait que quelqu'un, un homme politique, a le droit de dire des controverses, c'est-à-dire de tromper son peuple, de manipuler son peuple. Et je précise en passant que la manipulation aussi, ça fait partie de mes axes de recherche. Et donc, ces questions m'intéressent particulièrement. Je m'y intéresse et je déploie toute mon énergie pour aider le Sénégal, pour aider les jeunes Sénégalais à comprendre le jeu. Demba Gueye, faut-il avoir peur d'un probable verrouillement de l'espace politique sénégalais? Si je vous pose la question, c'est parce qu'au-delà de l'opposition qui semble être dans le collimateur du nouveau régime, il y a que la presse sénégalaise dérange, on le voit ouvertement, les nouvelles autorités. On a vu toutes les pressions qui sont exercées sur les professionnels des médias. 4 mois seulement après l'arrivée d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, le discours de haine, les déclarations à l'emporte-pièce, le jeu qui cherche à discréditer carrément ces professionnels des médias. Or, en démocratie, on sait que les partis politiques sont importants. Il faut aussi des médias libres. Absolument, absolument. Il y a, pour résumer votre question, vous avez dit, faut-il avoir peur d'un probable verrouillement de l'espace politique? Non seulement il faut avoir peur d'un verrouillement de l'espace politique, mais il faut aussi avoir peur d'un risque de dérive autoritaire. Ah oui? Tous les signaux sont là. Tous les signaux d'un régime autoritaire, on les retrouve à travers la personne d'Ousmane Sonko. Malheureusement, je le dis à contre-cœur, parce que je fais partie des Sénégalais qui ont défendu le changement. Je fais partie des Sénégalais qui ont défendu bec et ongles M. Ousmane Sonko. Il faut que ça soit clair. Et aux périodes les plus chaudes, oui. les périodes les plus difficiles, certains de mes parents m'appelaient pour dire « Je vous ai entendu sur la RFM, je vous ai entendu, faites attention parce que Macky Sall. » Aujourd'hui, je suis très très peiné de critiquer Ousmane Sonko que j'ai défendu il y a quelques mois. Quels sont ces signes? Objectivement, quels sont ces signes? Les signaux d'un régime autoritaire, ce sont d'abord les menaces. Tout le monde voit les menaces. Il menace partout où il va. Il menace la presse, il menace ceux qui font des déclarations, c'est-à-dire cela veut dire quoi? Quand vous menacez la presse, cela veut dire que vous allez museler la presse, c'est-à-dire empêcher à ce que l'information libre circule. Quand vous menacez ceux qui font des déclarations contre les autorités politiques, il le dit partout, y compris lors de sa dernière sortie. Quand vous faites cela, cela veut dire que vous voulez museler en tout cas l'opposition. Parce que c'est l'opposition qui fait ces déclarations, c'est l'opposition qui fait les critiques. Et quand vous n'acceptez pas la critique, vous pouvez être caractérisé comme quelqu'un qui incarne un régime autoritaire. Ne pas accepter les critiques. Ousmane Sonko est réfractaire à la critique. On ne peut pas être un homme public, on ne peut pas incarner l'autorité publique et refuser la critique. On ne peut pas être ministre, premier ministre et refuser la critique. Et apparemment, il est réfractaire à la critique. Autre caractéristique des signaux qui nous font croire que ce régime peut virer à tout moment vers un régime autocratique et un régime dictatorial, c'est le dédain de l'opinion publique. Le dédain de l'opinion publique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne tient pas compte de ce que dit l'opinion publique, de ce que pense l'opinion publique. Quand beaucoup de personnes disent, beaucoup de spécialistes, on commence d'abord par les spécialistes, ils font des remarques, ils lui disent, faites attention par rapport à vos déclarations, modérez vos sorties, concentrez-vous sur l'essentiel, évitez le discours fractionniste, évitez cela. Il n'en tient pas compte. Parce qu'à chaque fois qu'il revient, il fait la même chose. C'est ça qu'on appelle le dédain de l'opinion publique. Et cela, c'est dû au manque d'humilité. Autre caractéristique qui caractérise les hommes qui transforment les régimes en régime autoritaire. Le manque d'humilité. Le manque d'humilité, on reconnaît ça à travers la personne de Ousmane Sonko. Parce que voilà quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas se tromper. Qui pense que tout ce qu'il dit est vrai. Qui pense que tout programme qu'il va présenter aux Sénégalais sera le meilleur des programmes possibles. Et là, c'est une erreur. Il y a énormément de signaux, de signaux inquiétants qui nous font croire que ce régime peut virer à tout moment vers un régime autoritaire. La seule chose qui peut nous donner la chance, c'est le président Diomaye. Je l'ai dit, c'est l'opposé systématique
de la personne de Ousmane Sonko. Quand vous décrivez les deux personnages, vous faites une thèse et une antithèse, comme on dit dans le jargon de la dissertation. Voilà deux personnes diamétralement opposées. Et ce qui nous aide encore, c'est le président Diomaye qui a une attitude que j'encourage, je le dis partout. C'est le calme, c'est la sérénité, c'est la concentration sur l'essentiel, c'est surtout l'humilité. Si on parle d'humilité aujourd'hui dans l'espace politique au Sénégal aujourd'hui, c'est le président Diomaye. Et je l'encourage à continuer dans ce sens. Parce que voilà l'attitude qui va nous aider à avoir un Sénégal de sérénité. On en a besoin pour toute activité de développement. Il faut que le pays soit serein. Il faut que la majorité des Sénégalais défendent en tout cas le régime. Projet démocratique. Le projet démocratique. Alors donc, Dr Abdoulaye Diouf, vous avez entendu tous ces développements. Pastef est-il en train de ramener notre pays 40 ans en arrière, avant même l'ouverture de l'espace démocratique, on dira comme ça, les années Senghor, où il y avait presque un parti, un média, et quelques, en tout cas, journaux clandestins. Qu'est-ce qui pourrait pousser ce nouveau régime élu à la suite de deux alternances, créer un parti politique créé en 2014, en arriver à une situation où on refuse la démocratie? Mais tout cela est clair et prévisible, hein, parce que généralement, il y a deux choses qui expliquent cette situation-là. C'est d'abord le manichéisme, qui est érigé en mode de gouvernance comme en mode d'opposition au Sénégal. Par exemple, pour dire que si tu n'es pas de l'opposition, tu dois être du pouvoir. Deuxièmement, il y a aussi ce que l'on appelle l'enthousiasme du néophyte. Donc, c'est un parti, disons en quelque sorte, et les dirigeants qui viennent aujourd'hui d'avoir les rênes, effectivement, de ce pays. Et du moment que c'est ce qu'on appelle la nouveauté, ils veulent créer ce qu'on appelle une touche originale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je disais depuis lors... Au point de détruire tout ce qu'on a obtenu après plus de 40 ans de lutte. J'y arrive. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis lors, j'ai toujours dit, et j'ai toujours soutenu, moi, je n'ai jamais parlé de projet Pastef. J'avais toujours dit que le vocable n'était pas approprié. Le mot le plus approprié serait le design, et en France, on traduit la touche Pastef. Mais pas un projet. D'ailleurs, ça a créé des difficultés déjà. On voit que jusqu'à présent, on dit que le projet n'est pas encore terminé. Alors que si on n'avait pas de design ou de touche Pastef, cela montrerait effectivement comment le Pastef compte gérer ce pays. Mais aussi, je pense que quelque part, les Sénégalais n'ont pas tellement besoin de ces déclarations. Parce qu'on a entendu ici l'époque des gladiateurs, on a entendu le Gatsa. On a entendu que tu vois qui fait. Donc, en quelque sorte, moi je me dis que dans l'arène politique, il faut quand même qu'on essaie un peu de polisser le discours. Parce qu'en dehors des gens qui sont adeptes de la politique, qui sont sur le terrain, il y en a d'autres qui, ce qu'ils font, c'est attendre le moment opportun, aller dans les bureaux de vote, dans l'intimité de l'isoloir, ils mettent leur bulletin, ils votent et rentrent chez eux. Mais on ne peut pas concevoir en moins de 4 mois. Et d'ailleurs, ce qui explique ces déclarations de Sonko, ça, moi je le comprends tout à fait bien. Parce qu'il a tenu de tels discours, il avait taxé l'opposition de Matamor. Macky Sall a après fait la même chose. Lui aussi, ce qui dérange, je le dis, mais 4 mois, tous ces gosses qui avaient voté, ils prennent les pirogues de fortune. Mais il y a un problème, et le régime est attaqué bâbord tribord. Donc, Sonko a créé un pare-feu, des corps de pare-feu, des contre-feux, afin que ce que l'on appelle cette vitalité de l'opposition, parce qu'à un certain moment, il y a cela 2 mois, on n'entendait personne. Et tout juste, à partir du 3e mois, on entend par ici Bougane, on entend par ici Tiernobouk. Il y a d'autres forces aussi qui se créent. Maintenant, il se dit qu'en tant que fin politicien, ce qu'il faut faire, c'est essayer autant que faire se peut de provoquer cette opposition, de faire un peu de la diversion, parce que quand même, il y a pas mal de problèmes qu'on constate et qu'on avait pensé totalement révolus avec l'arrivée, effectivement, de jeunes qui, généralement, sont d'une génération très récente, ou bien leur génération est toujours en vigueur, qui devait pouvoir au moins aider le Sénégal à régler une bonne fois pour toutes ce que l'on appelle certaines tares de cette société. D'où le nom de mon dernier roman qui est sorti, Dois-je les dénoncer, qui est une œuvre sarcastique, c'est-à-dire qui pointe le doigt sur les tares et les méthodes et les manières de faire la politique. Mais quand même, ce serait très malvenu de la part aussi de Sonko, comme de Diomaye, d'avoir une telle position. Parce qu'à un certain moment, comme l'a dit mon collègue Demba, quand le régime de Macky Sall avait tout verrouillé, avait utilisé le tout répressif, le citoyen lambda qui était là s'était levé comme un seul homme pour pouvoir effectivement servir de garde-fou, de protecteur à effectivement que ça soit d'abord à Pastef, mais aussi et surtout à Sonko. Tout le monde se rappelle
son procès qui devait avoir lieu, qui a eu lieu d'ailleurs. Lui, il était à Ziguinchor, il s'était bunkerisé et c'était la population. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faudra qu'il évite, dans le cadre de ces déclarations, un certain nombre, effectivement, de discours. Parce que ces discours-là risquent de pousser le pays à volo, s'essioler, c'est détruire politiquement parlant. Parce que la réponse de Thierno Bocoum a une réponse parlante. On attend d'abord le discours de politique générale. À partir de ce moment, on aura une idée claire de là où vous voulez aller avec ce pays. Effectivement, nous vous montrerons que nous ne sommes pas des poltrons. Et même aussi, vraiment, ce qui me peine, ce qui me chagrine, c'est pourquoi d'ailleurs, nous les autonomes, nous ferons le nécessaire, tant pour rencontrer et l'opposition et le pouvoir, parce que quand même, la presse et le pouvoir doivent être des sœurs siamoises. Si l'on sait que, si au jeu de l'avènement de Pastef, si Sonko n'a pas été annihilé, si Sonko n'a pas été liquidé, c'est parce qu'en quelque sorte, il a bénéficié de manière claire et plausible, effectivement, d'une frange importante de la presse. Et donc, je pense qu'il ne devait pas avoir de retour de bâton. On ne demande pas aussi de piédestal, mais on devrait quand même traiter la presse d'une certaine manière. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai mal. Mais ça se comprend un temps soit peu. Quand, aujourd'hui, au Sénégal, les gens, ils font dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Généralement, un parti, c'est le leader qui le symbolise. Et tant qu'on a cette vision ad hominem de gérer un parti, de gérer une coalition, ou bien de faire de la politique, toujours on va créer des super-hommes. Et dans tous les pays où l'on a créé des super-hommes, tout le monde se rendra compte qu'on aura toujours des dictateurs. Et Adolf Hitler n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Il a été élu en 1933, si je ne m'abuse. Extrêmement. D'ailleurs, et lui, les gens n'avaient pas prêté attention à ce qu'il avait fait. Il avait écrit un livre qu'on appelle Mein Kampf, mi combatté, mon combat, mon. Et il disait que j'ai 3 choses pour avancer. D'abord, j'intimide, je déstabilise et j'annexe. Mais quand il le disait, les gens n'avaient pas réagi. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on évite de créer des hommes providentiels, des hommes totalement aguerris, et on pense qu'ils ont la théodicée et la doxa. Dans le landerneau politique, il nous faut créer des consensus, des convergences de vues, en évitant de mettre quelqu'un en selle. Parce que généralement, si on met quelqu'un en selle, si c'est là un négo surdimensionné, il risque de nous mener à volo et ce serait la catastrophe. Alors, Dr Dembagay, l'arrivée des régimes populistes au pouvoir, on sait, hein, c'est tout de suite, ça signe la fin des contre-pouvoirs, avec un homme fort qui est là, qui est au début et à la fin des choses, on l'aura lu partout. Alors, au Sénégal, les contre-pouvoirs, on les connaît, un peu l'Assemblée nationale qui fait ce qu'il peut par rapport à un projet démocratique, la justice aussi, la presse, surtout la presse sénégalaise et la société civile, on le sait, hein, on joue un rôle important dans l'avènement, on dira, du jeu démocratique dans les pays africains, au Sénégal particulièrement. Or, cette presse, on le voit, elle est attaquée par le nouveau régime. On voit aussi que la société civile, de son côté, est de plus en plus amorphe. Vous savez, c'est d'abord un problème qu'il faut regretter. Moi, je suis totalement solidaire à la presse sénégalaise et à ce qui arrive à la presse sénégalaise. La question, ce n'est plus une question de payer les impôts. Non, je parle de presse comme contre-pouvoir. Oui, je disais que dans les régimes populistes, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils détruisent carrément les contre-pouvoirs pour pouvoir se maintenir, Or, au Sénégal, peut-être il y a des signaux qui vont dans ce sens. On voit que la presse sénégalaise, elle est attaquée. Il y en a qui appellent complètement à la disparition de la presse professionnelle. Il y a aussi que de l'autre côté, la société civile qui devait jouer ce rôle de contre-pouvoir, accompagner la presse dans ce rôle-là pour chercher à équilibrer les pouvoirs, elle devient de plus en plus amorphe. On ne la voit pas, cette société civile. C'est ce que je disais, j'allais en venir. C'est juste une parenthèse. Faut-il avoir peur donc pour ces pays? Mais bien sûr, il faut avoir peur. Il faut avoir peur parce que, comme vous le savez, un pays sans presse, ça n'existe pas. Sans société civile. Sans société civile. Un pays sans presse, ça n'existe pas d'abord. Même dans les dictatures, il y a la presse. Mais un pays sans société civile, aussi, c'est un pays où, en tout cas, il n'y a aucun écran. Il n'y a aucun écran entre le pouvoir et la société. La société civile classique, hein, qui parle de société civile, parle de porte-parole du peuple.
Voilà ce que ça signifie. Et moi, autant je respecte les gens qui s'activent dans ce domaine, dans le domaine de la société civile, autant également j'ai des griefs contre une certaine société civile. Je suis parfois peiné quand je vois une certaine société civile faire le procès du peuple, à la fois faire le procès de la presse, faire le procès de ci et défendre le pouvoir. C'est totalement incompréhensible, totalement... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation? Parce que même la société civile, elle a accompagné cette démocratie dans notre pays. Le jeu politique, lorsqu'il est trouble, elle est là. Elle fait ce qu'elle peut pour amener les choses à l'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2021, comme le disent certains, et 2023 ou 2024 pour qu'on en arrive à cette situation? Le problème est très simple. Le problème est très simple. C'est simple et complexe à la fois. Il est simple parce que on connaît les causes. Aujourd'hui, on sait que la précarité règne un peu partout dans les organisations au Sénégal, y compris dans les organisations de presse, mais aussi dans les organisations de la société civile. Cette précarité, ce manque de ressources est un véritable problème. Et ce manque de ressources encourage certaines pratiques comme la corruption. À faire de l'entrisme pour aller rejoindre l'espace politique. De Marocains. Ça encourage l'entrisme. Et c'est visible à l'œil nu. Au Sénégal, quand vous écoutez la société civile, il y a une certaine société civile. Parfois, vous voyez quelqu'un qui sort, j'en ai identifié, je ne veux pas citer de nom, qui font le tour des télés et des radios pour défendre le pouvoir. Ils l'ont fait pour défendre le pouvoir. Et c'est une société civile qui est composée d'une seule personne. Hein. C'est des gens qui créent une ONG de ceci ou de cela. Mais en réalité, cette ONG, c'est une seule personne et son bureau, c'est son salon. Et cette personne se prend pour la société civile du Sénégal et il parle au nom de la société civile du Sénégal. Ça, c'est des problèmes aujourd'hui qui ont gangréné la société civile sénégalaise. Parce que ce sont ces gens-là que le pouvoir utilise généralement pour valider ces projets. Chaque fois que le pouvoir a envie de faire passer quelque chose devant le public... La société civile sénégalaise est en train de sortir de son espace pour aller vers l'espace politique. Ça, je peux vous l'affirmer, je peux vous le garantir, je peux le documenter. Il y a une certaine société civile qui est là et son seul objectif aujourd'hui, c'est d'exister. Son seul objectif aujourd'hui, c'est côtoyer le parti au pouvoir, c'est de travailler dans le sens de l'intérêt du parti au pouvoir et non de la société. Et ça pose véritablement un problème. Et ça pose d'autant plus un problème que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir une démocratie sans société civile. On ne peut pas avoir une démocratie sans presse. On ne peut pas avoir une démocratie sans une justice libre. Il y a ce qu'on appelle les piliers de la démocratie. Et ces organisations font partie des piliers de la démocratie. C'est pourquoi c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Si le nouveau régime, vraiment, en tout cas, est prêt à respecter les engagements qu'ils ont pris, ils doivent assainir, c'est vrai, ils parlent d'assainir la presse, ils parlent d'assainir ceci et cela, mais ils doivent assainir le secteur de la société civile. Ça, je vous le dis. Parce que cette société civile aujourd'hui est gangrénée par les problèmes que je viens d'évoquer et c'est tout à fait regrettable. Le Sénégal n'appartient pas à une organisation de la société civile. Le Sénégal appartient aux Sénégalais. Et le Sénégal appartient à tous ces gens-là qui ont envie d'avoir un pays stable, un pays qui se concentre sur l'essentiel et un pays qui avance. Et le Sénégal est dans une trajectoire qui, je le disais au doyen, qui à tout moment peut basculer si on n'est pas vigilant. Justement, Dr Abdoulaye Diouf, comment ramener aujourd'hui cette société civile sur sa ligne, sur la ligne originelle? Non, moi je pense que ce n'est pas demain la veille. Parce que quand la société civile rime avec Marocains, quand la société civile rime avec nomination, quand la société civile rime avec des subsides qu'il faut recevoir du parti au pouvoir, cette société civile, une partie de la société civile, n'est pas encore prête à pouvoir effectivement jouer le rôle qui devait effectivement être son rôle. Parce que là, on n'a pas besoin d'aller loin. À partir des différentes nominations qu'il y a, combien d'individus qu'on invitait au niveau des plateaux télé, qui se disaient de la société civile, qui se disaient d'être d'aucun bord, et qu'après, non seulement ils sont nommés, mais à des postes de confiance, des postes de décision d'importance capitale. Donc je pense que aujourd'hui, cette prolifération de la société civile n'aide pas et n'arrange pas à régler les choses.
Parce que quand aujourd'hui la presse est tiraillée, tenaillée, martyrisée, à la limite, c'est ça la réalité, par le parti au pouvoir, avec cette idée de fisc, avec l'idée même de faire un recensement pour voir effectivement les vrais ou les faux médias, alors qu'il y a un certain moment, on ne parlait pas de vrais ou de faux médias. Combien de médias, mais qu'on appelait vraiment dans l'online, on en avait, et qui prêchaient ce que l'on appelle une certaine prière, entre guillemets, et que le chef d'État qui était là avait toléré. Mais cette société civile manque beaucoup de choses. Et ce qui manque d'abord, en général, c'était des gens qui avaient un pedigree respectable, à travers leur pedigree respectable. Des gens aussi qui avaient dépassé un certain nombre de choses. Cela veut dire qu'ils s'étaient fait d'abord financièrement, ils avaient effectivement un recul, ils étaient bien assis. Mais si aujourd'hui tu crées ce que l'on appelle une organisation de la société civile, d'abord en rêvant d'avoir une écrite de somptueuse voiture, en rêvant d'avoir un compte en banque bien achalandé, ce qui est sûr et certain, tu n'auras pas le courage de regarder droit dans les yeux le pouvoir qui est là pour lui dire la vérité. Et je dis qu'ils ne seront pas épargnés si le pays bascule dans un mauvais sens. Parce que la société civile doit jouer le rôle de vigie. Si on prend le code consensuel de 92 de Kébambé, mais d'abord c'est la société civile qui avait managé, les partis ont accepté, ils se sont donné là pour effectivement avoir un code qui nous a permis aujourd'hui de voter. Et à partir de 18h, on ferme les bureaux de vote. À 22h, avec les statistiques de votre statisticien là, tout le monde sait quelle est la tendance. Oui. Mais aujourd'hui, la société civile se débine. À part une ou deux organisations, tout le reste débine parce qu'ils attendent des péridièmes ou bien quelque chose de ça. Beaucoup d'intellectuels aussi pour égratigner un peu Dr Demba Gueye, des universitaires. L'autre sujet qui va nous occuper, c'est cette, en tout cas, polémique née du refus de la présidence d'accorder une prise en charge aux délégations étrangères venues pour les besoins du Magal, le Grand Magal, bien sûr, de Touba. Demande rejetée la lettre, tout le monde l'a vu sur l'espace public. On a entendu le porte-parole du Khalife général des Mourides dire que Touba n'était pas demandeur. À sa suite, l'auteur de cette lettre, Cheikhouna Mbacké, l'assume face à la controverse. Il a fini par se manifester, affirmant être l'auteur de la lettre. Il déclare avoir écrit en tant que membre du comité des relations extérieures, précisant Demba Gueye que cette pratique de solliciter la présidence pour des hébergements destinés aux invités étrangers du Grand Magal remonte à 2009. Que comprendre de toutes ces polémiques? Mais avant de parler de ce que je comprends de ça, il faut d'abord regretter les fautes qu'on relève dans les écrits, la forme, oui. Dans les écrits professionnels, dans les écrits administratifs, énormément de fautes. Regardez la lettre, la première phrase est une faute, très grave, et ce n'est pas la première fois. Ils ont fait des fautes sur des décrets signés par le président de la République. Ils l'ont induit en erreur. Et ils ont fait des fautes sur des sites officiels. J'ai signalé, personne ne m'a écouté. Une telle correspondance, on ne l'osait pas l'envoyer à Senghor. Il vous appelait, le doyen est là, il vous appelait, il vous faisait un coup de grammaire. Peut-être que ce n'est pas passé par le circuit. Mais il y a le cachet de la présidence de la République du Sénégal et c'est tout à fait regrettable que ce cachet cohabite avec des fautes d'orthographe. Ça n'encourage pas, en tout cas, nous, autres enseignants. Maintenant, pour parler du fond, cette question, vous savez, j'ai vu les diabolisations qu'on a faites, le procès qu'on a fait à RFM. Tu s'es contenté de rapporter un communiqué. C'est Mohamed Diop qui a fait passer l'information. Rapporter ce document qui est connu. Qui a rapporté un document authentique, authentifié. Et l'auteur de la lettre, d'ailleurs, a assumé, je pense, Cheikhouna Mbacké a assumé, il a dit bel et bien que c'est lui aussi, c'est le président du comité d'organisation du Magal, Cheikhouna Mbacké, une personnalité habilitée à écrire, et c'est lui qui a assumé que c'est lui qui a écrit la lettre. Et on a lu la réponse de la présidence. Donc, où est le problème quand la presse parle de ça? Pourquoi on fait un procès? RFM s'est contenté de rapporter, c'est tout. Mais si cette question suscite autant de polémiques, c'est simplement dû au fait que les autorités impliquées, notamment la personne qui est chargée de cette question à la présidence de la République, en tout cas, c'est quelqu'un qui, par le passé, a posé des actes très graves, des actes qui font qu'aujourd'hui, dans l'espace, en tout cas religieux au Sénégal, il y a des suspicions par rapport à cette personne. Docteur Cheikh Oumar Diagne. Docteur Cheikh Oumar Diagne.
Ça, il faut le dire. Moi, je pense que ce genre de personnes, il faut les démasquer, il faut dire la vérité. Si le problème a suscité autant de polémiques, c'est parce que Dr Cheikh Oumar Diagne s'est illustré par le passé par des déclarations scandaleuses à l'endroit des chefs religieux, à l'endroit des confréries, et il a fait des déclarations très graves concernant ces confréries qui constituent un patrimoine pour le Sénégal, un patrimoine national qu'il faut préserver. Le docteur Cheikh Oumar Diagne a passé tout son temps à critiquer ces confréries, à dire des choses extrêmement graves. Les vidéos sont sur Internet, les vidéos sont sur YouTube. Et je pense qu'aujourd'hui, une telle personne, s'il est nommé à la présidence de la République, je pense que tout acte qu'il pose à l'endroit des chefs religieux, c'est un acte qu'il faudra scruter, qu'il faut étudier. Et il a dit des choses beaucoup plus graves, d'autres déclarations et d'autres déclarations encore. Et ce genre de personnes, il faut les démasquer. Parce que c'est des gens qui sont très dangereux. Ils sont sous l'ombre du président de la République. Tout le monde sait qu'il a partagé la cellule avec le président Diomaye. Il est sous l'ombre du président Diomaye. C'est quelqu'un qui lui donne des conseils. Et donc, il faut alerter. C'est lui-même qui avait demandé à ce qu'on construise une mosquée au niveau du palais de la République, ce qui est extrêmement grave. Ce genre de personne, s'il pose un acte, c'est l'acte qu'on analyse. C'est plus la personne de Cheikh Oumar Diagne, docteur Cheikh Oumar Diagne, que le contenu de la lettre, que le refus, etc., etc. En passant, j'ai entendu beaucoup de choses. Oui, la présidente n'est pas obligée de soutenir tel ou ça. Ceux qui disent ça, ce sont ces gens-là qui ne comprennent pas comment fonctionne un État et comment fonctionne une république. Une république, c'est d'abord quelque chose qui distance de tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a aussi l'obligation de venir en aide à tout le monde. Et dans le préambule de la Constitution, on l'a dit, on a parlé de la solidarité. Le préambule de la Constitution, il dit que convaincu que les Sénégalais doivent vivre dans la paix, vivre ensemble. Je résume, je ne dis pas exactement les termes, mais le préambule de la Constitution dit que l'État, les Sénégalais doivent vivre dans la solidarité d'abord. Mais qui doit commencer si ce n'est l'État? D'accord. Donc, des dernières prises de parole, oui. Donc, moi, je voudrais dire exactement que c'est encore une entorse à notre diplomatie religieuse. Mais ce qu'il ignore, c'est que ces délégations-là représentent des communautés religieuses. Cheikh Oumar Diagne, ministre, directeur des moyens généraux de l'État. Voilà, représentent vraiment des communautés religieuses venues de partout où le Sénégal a ce que l'on appelle une influence religieuse. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait que le nouveau régime a accusé un faux départ à la Trump. Pourquoi il a accusé un faux départ à la Trump? Un régime qu'on soupçonnait de salafiste. L'occasion était belle. Est-ce qu'on a jaugé un tant soit peu le poids du Magal en termes de rentrée de devises, en termes de mobilisation, en termes de commerce? Diplomatie religieuse. Donc ça montre en quelque sorte que d'ailleurs, la précipitation avec laquelle, je ne sais pas si c'est le docteur Cheikh Oumar Diagne ou quelqu'un d'autre, s'y est mis, parce que sinon, à partir de la première ligne, on n'allait pas avoir courrier et laquelle. Cela montre en quelque sorte la volonté de nuire était tellement manifeste que la personne n'a même pas pris le temps de pouvoir lire le texte. Parce qu'il n'y a même pas deux mots qui les séparent. Votre courrier par laquelle. Il y a un problème. Ça veut dire que la précipitation pour pouvoir ne serait-ce que nuire, alors que je pense qu'en tant que tel, Touba, le Magal est devenu un événement mondial, est devenu aussi un événement national. Donc, il faudra éviter de prendre des décisions à l'emporte-pièce qui risquent même de tisonner le tissu social des Sénégalais. Alors donc, c'est la fin de Remue Ménage à 10h59 partout au Sénégal. Abdoulaye Diop était à la technique, au micro Mohamed Ali Mouba. J'ai eu le plaisir de recevoir dans ce studio ce dimanche Dr Demba Gueye, analyste politique, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À ses côtés, donc, Dr Abdoulaye Diouf de l'université